Est-ce moins légal de mourir de froid ici ? Il y a beaucoup de choses qui sont interdites en Chine. Mais ce dont j'ai eu l'impression, c'est que la majeure partie des gens n'ont aucune idée de ce qui est accepté ou non. Alors, dès que ça sort un peu des clous, pour éviter les conséquences, ils vont automatiquement vous dire que ça va pas être possible. Donc, quand on se balade au fin fond de la Chine avec un vélo et une gueule d'occidental, on coche toutes les cases de l'inhabituel. Ce qui fait que beaucoup de choses, on ne peut plus simples, vont m'être très difficiles d'accès, voire simplement interdites. Comme notamment acheter de l'essence, dormir dans un hôtel ou même s'asseoir au soleil pour prendre un petit déjeuner. Et les choses ne vont pas aller en s'améliorant. Pour une raison toute simple. Je m'approche du Tibet. Et même si on n'en entend plus vraiment parler, la situation ne s'améliore pas là-bas. Aucun étranger n'est autorisé à s'y rendre, si ce n'est avec un permis spécial et un guide. Donc autant vous dire qu'un Français qui va plus ou moins où il veut avec son vélo, c'est hors de question. Je vais donc devoir contourner la région. Mais avant d'atteindre le froid glacial des hauts plateaux, je vais avoir l'occasion de me rendre compte que la répression s'étend bien au-delà des frontières du Tibet. Vous l'avez compris, aujourd'hui, on retourne en Chine. Je m'appelle Johan, je fais le tour du monde à vélo depuis 7 ans et aujourd'hui c'est le 2e épisode consacré à la traversée de la Chine à vélo. Si vous n'avez pas écouté le premier épisode, je vous mets le lien en description. Mais pas d'inquiétude, vous pourrez comprendre l'épisode d'aujourd'hui même si vous n'avez pas encore eu la chance d'écouter le premier. Et si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Des histoires comme celle d'aujourd'hui, j'en ai encore des dizaines à vous raconter. 3800 mètres. Le GPS indique qu'on a enfin atteint le sommet. Il m'a fallu 3 jours pour monter jusqu'ici, en moulinant en continu sur la petite vitesse. Le plateau s'ouvre enfin devant moi. Pelé, inhabité, sans limite et battu par le vent. Une petite neige tombe silencieusement. Le vent s'engouffre dans mes vêtements. C'est comme un coup de poignard. Je ne suis absolument pas équipé pour ce genre de climat. Depuis 6 mois que je suis sur la route, j'ai traversé des zones chaudes, comme l'Indonésie ou la Malaisie, ou des zones très chaudes, comme le Cambodge. Aujourd'hui, je gèle littéralement sous ma fine couche de vêtements. J'enfile un manteau que j'ai acheté hier. Gros, jaune fluo, pas cher, mais pas efficace non plus. Je saute sur place pour essayer de me réchauffer. Je sors ensuite tous les vêtements que j'ai et je les enfile les uns par-dessus les autres. 2 t-shirts, 2 pulls et le manteau. En bas, le cycliste, un jean et un pantalon de pluie par-dessus. J'enfile les 2 capuches et je mets le casque par-dessus pour faire tenir le tout. Au final, j'ai pas mal perdu en mobilité, mais au moins je me sens mieux. Ce que je sais pas encore, c'est que pendant les 7 prochains jours, il me sera impossible de retirer une seule couche de vêtements. Je commence à m'aventurer sur le plateau. Il va falloir rapidement trouver un endroit où dormir. Le vent me fait face maintenant. Et les flocons de neige qui tombaient de manière si inoffensive s'impactent maintenant sur mon visage comme des petits grêlons. Alors je garde la tête baissée, les yeux fixés sur les pieds. Les nuages ont envahi la zone, imposant un épais brouillard. La neige recouvre mes pieds et l'humidité commence à s'infiltrer dans mes chaussettes. L'herbe se recouvre d'un givre épais. Le vent semble déposer la glace sur son chemin. Et petit à petit, ça s'épaissit, comme une lente montée d'une eau pétrifiée. Tout est pris dans ce piège qui semble venir de nulle part. Le plateau n'offre ni arbre, ni recoin pour se protéger du vent, et encore moins de la glace qui se développe de manière inquiétante. La nuit s'annonce mal. Hors de question de s'arrêter avant d'avoir trouvé un abri. Mais rien à l'horizon. Il va falloir continuer. Mais je vous assure que j'ai pas envie de poser pied à terre avec cette glace tout droit sortie d'un film d'horreur qui semble attendre la première occasion pour me saisir de ses doigts lents. Une forme noire se détache dans le brouillard. C'est une sorte de container posé là. J'en ai croisé quelques-uns sur le chemin. Ils installent des petits appartements à l'intérieur. Ce sont des logements de fortune pour les travailleurs. Le métal n'est pas le meilleur isolant, mais pour ce soir, c'est un véritable cadeau du ciel. Je quitte la route et m'approche doucement. L'herbe gelée craque sous mes pieds et je commence à déchanter. Cette chose est là depuis longtemps, très longtemps, déposée et abandonnée au milieu de nulle part. Au moins, la porte n'est pas difficile à ouvrir, il n'y en a pas. Et les fenêtres, elles sont brisées. Il y a des trous béants dans le mur et l'endroit est rempli de bouse séchée. Alors, c'est pas simplement des dépôts aléatoires laissés par des yaks qui passaient dans le coin. Parce que oui, ce sont des cadeaux de yaks. C'est comme ceux des vaches, mais en plus gros. L'endroit en est rempli, du sol au plafond. Et ils ont été séchés et entreposés ici, organisés en piles et parfois même rangés dans des sacs.
Et si vous vous demandez pourquoi quelqu'un s'est amusé à entreposer aussi méticuleusement tous ces cadeaux de la nature, sachez que je me suis posé la même question. Quoi qu'il en soit, quand c'est sec à organiser, ça va. Sauf que la neige entre par tous les trous et se mélange à la matière fécale avant de couler en boue noire. Dans la pièce d'à côté, il ne reste que le squelette métallique d'un vieux lit, des ressorts brisés par la rouille. Il va falloir faire avec ce qu'on a. Je me remonte les manches. Non, il fait trop froid. Je me redescends les manches et je me mets au travail. Je ressors, récolte quelques morceaux de métal arrachés par le vent, enfin ceux qui ne sont pas encore prisonniers de la glace, et essaie de boucher les trous avec. À l'intérieur, je racle le sol avec ma chaussure pour déblayer un espace assez grand pour mon matelas de sol et mon réchaud. J'essaie de cuisiner un petit truc à dîner. Mais actionner le briquet devient un défi. Alors je retire mes gants à contre-cœur, mes doigts ne sentent plus rien. Enfin si, juste la douleur. Celle d'avoir un doigt engourdi directement en contact avec un râpe gruyère. J'actionne la pierre du briquet avec le bout des doigts, mais ça donne rien. Alors j'y vais avec la base de la main. L'élégance d'un orang-outan qui découvre le feu. La flamme jaillit, mais le réchaud refuse de fonctionner. Il doit être encore bouché. Mais vu l'état de mes doigts, ça va être impossible de le démonter pour le nettoyer. J'oublie donc l'idée du dîner et j'essaie de m'endormir. Je garde tous mes vêtements, je m'enfile dans mon duvet et je me mets en boule. Mais malgré ça, je continue de trembler de tout mon corps. Il n'y a aucune position suffisamment recroquevillée qui me permet de me garder au chaud. Je sors la couverture de survie et essaye de m'enrouler dedans. Plus facile à dire qu'à faire. Je vous rappelle qu'à ce moment-là, j'ai la mobilité d'un cornichon en train de se tortiller dans une immense feuille d'aluminium. Mais je dois m'appliquer. Rien ne doit dépasser de l'emballage si je veux pouvoir être au chaud. Et enfin, comprimer le plus possible, ma température se stabilise. Je me demande alors si c'est vraiment une bonne idée de s'endormir dans ces conditions. C'est à ce moment-là que je me mets à penser à l'histoire de Green Boots Man. C'est un alpiniste qui était parti pour l'ascension du mont Everest. Il a été retrouvé mort de froid à 8500 mètres d'altitude. Recroquevillé en boule, il s'était collé contre la paroi pour se protéger du vent. Mais l'endroit est si haut et si difficile d'accès que personne n'a pu venir le récupérer pour lui donner une sépulture digne de ce nom. Alors son corps est resté là pendant presque 20 ans, devenant un point de repère pour tous les alpinistes qui étaient partis à l'aventure du sommet. Et son surnom lui vient de ce qu'on remarque en premier chez lui, ses bottes vertes, Green Boots. Il faisait très certainement partie des victimes d'un blizzard qui a tué un groupe de 8 alpinistes en 1996. C'est en 2014 que son corps sera enfin récupéré. Sauf qu'on ne sait ni par qui, ni où il a été emmené. Son histoire est fascinante. Je vous en parlerai sans doute un jour. Quoi qu'il en soit, je ne savais pas quel genre de tempête sévissait autour de moi. Mais si je ne me réveillais pas, je me demandais combien de temps il faudrait pour qu'on me retrouve. Et surtout, est-ce que je deviendrais le célèbre cycliste endormi entouré de bousses de yak ? Mais en réalité, je pense que la seule question qui leur viendrait à l'esprit, c'est « Est-ce que c'est légal que je sois là ?» Alors oui, la question peut être surprenante, mais bon, vu qu'on est coincé ici pour la nuit, je vais prendre le temps de vous raconter tout ça. Il y a une semaine de cela, j'étais dans le Yunnan, et je commençais à réaliser que la Chine, c'est grand. Waouh, quelle information. Quelle épiphanie. La Chine, c'est grand. On apprend des choses aujourd'hui, vous avez bien fait de cliquer sur ce podcast. Mais rigolez pas, c'est une chose sérieuse là-bas. C'est même une raison de fierté nationale. Une des premières choses qu'on apprend quand on débute le chinois, c'est « Chongguo Renta, Jepen Renxiao ». La Chine, c'est grand et le Japon, c'est petit. À quoi les Japonais répondent « Le Japon, c'est propre, la Chine, c'est sale ». Ambiance. Je disais donc, avant d'être grossièrement interrompu par moi-même, comme dirait le bon Pierre, la Chine, c'est grand. Et je dois quitter les montagnes du Yunnan pour rejoindre la ville de Leshan, où je pourrais étendre mon visa. Sauf que j'aurai pas le temps avant l'épuisement des 30 jours. Et en Chine, si vous dépassez le temps de votre visa, c'est 50 € d'amende. Par jour. On va donc prendre ça au sérieux. J'essaye donc de faire du stop. Mais ça marche pas. Enfin, si, ça marche. Les gens s'arrêtent. Ils sont même super sympas, sauf qu'ils comprennent pas ce qui m'arrive. Ils me demandent si j'ai un problème mécanique sur mon vélo. Je leur dis que non, alors ils me disent que j'ai pas besoin de voiture dans ce cas-là. Mais je leur explique que c'est pour gagner du temps. Mais il n'y a pas de problème vu que mon vélo fonctionne. Enfin bref, la conversation tourne en rond et pour le coup, c'est de ma faute. Mon chinois étant extrêmement maigre, j'ai beaucoup de mal à expliquer pourquoi je fais ça. Et encore plus de mal à comprendre ce qu'ils essaient de me dire. Et il y avait aussi cette femme qui n'arrêtait pas de me parler. Mais vu que je ne comprenais pas, elle parlait de plus en plus fort. Sans résultat. Jusqu'à ce qu'elle décide de mettre ses mains en cône autour de sa bouche, prenne une grande respiration et se colle à mon oreille. Merci pour l'acouphène, je vais prendre le bus. J'arrive alors dans une ville dont j'ai oublié le nom.
Il est 23h et je dois passer la nuit là-bas avant de pouvoir prendre un autre bus le lendemain matin. Je viens d'arriver dans la région autonome du Lianshan. Parlons des régions autonomes. La Chine, c'est grand. Mais bon, ça, on l'a déjà dit. Mais donc vous imaginez bien qu'avec plus d'1 milliard d'habitants, la Chine doit faire face à des mouvements contestataires, voire indépendantistes. Et si vous n'en avez jamais entendu parler, c'est normal. C'est maté dans le silence. Et comme l'apparence est le maître mot, le titre de région autonome est souvent donné. Sauf que sur place, c'est pas du tout la même ambiance. À l'arrivée du bus, passage obligatoire dans une zone militaire. Les identités sont contrôlées et les sacs sont fouillés. Après tout ça, en plus d'une longue journée dans les transports, j'ai qu'une seule envie, c'est de dormir. J'arrive à mon hôtel, on me demande ma pièce d'identité, je donne mon passeport et on m'explique qu'on a besoin de ma pièce d'identité nationale chinoise. La même histoire qu'avec la carte SIM. Je leur explique que je ne suis pas chinois. Ils m'expliquent alors qu'en tant qu'étranger, j'ai besoin d'une autorisation spéciale pour pouvoir dormir dans cet hôtel. J'essaie de négocier. Il est déjà presque minuit. Je repars demain matin. Alors s'il vous plaît, faites simple. Bon, pas de souci. Ils vont voir ce qu'ils peuvent faire. Ils partent voir un ami ou je ne sais plus qui. Le problème, c'est que moi, de base, j'ai besoin de dormir. Alors, reculer l'heure du coucher, ça a tendance à m'être bougon. Et pendant un voyage à vélo, cette sensation-là, elle est multipliée par 10. Alors je les attends, péniblement, pendant 1 heure. Ils reviennent pour me dire que ça va pas être possible. Bon, je vais pas abandonner une chance d'avoir une nuit de sommeil pour autant. Donc je pars dans un deuxième hôtel et je remarque tout de suite sur le mur un encadrement rouge, un petit triangle d'avertissement et les caractères Waiguogen. En clair, pas d'étrangers. Je n'abandonne pas pour autant. 3e hôtel, 4e, 5e, 6e, toujours la même réponse. Ça va pas être possible. Et arrivé au 7e hôtel, il y a enfin une personne qui m'explique que dans toute la ville, il n'y a qu'un seul hôtel qui est homologué pour recevoir les étrangers. Et c'est le plus cher de la ville, sinon ce serait pas drôle. J'arrive sur place, paye un prix exorbitant, me retrouve dans une chambre bien trop luxueuse pour moi, il est 2h30 du matin et je peux enfin fermer les yeux, lorsque quelqu'un frappe à ma porte. J'étais en caleçon, je me rhabille vite fait, j'ouvre la porte. Personne à droite, personne à gauche. Je me suis demandé alors si le jeu de la ville, c'était de me dire que j'étais pas le bienvenu, sans me dire que j'étais pas le bienvenu. Le jour suivant, j'arrive à Leshan, je fais mon extension de visa et direction Chengdu. Une petite bourgade de 50 millions d'habitants, célèbre pour ses pandas. J'ai pas du tout envie de m'embarquer là-dedans, donc je bifurque vers la montagne. Pour ma dernière nuit dans la vallée, je trouve une maison abandonnée. Bon, elle est effondrée, je peux pas dormir à l'intérieur, mais il y a un petit carré d'herbe où je peux poser ma tente. Pour faire ça bien, je demande au voisin si je peux passer la nuit, et avec son accord, j'installe ma tente. Je suis épuisé, j'ai fait plus de 100 km et j'ai qu'une seule envie, c'est de dormir. Apparaît alors une femme. Gardant sa distance, elle regarde avec curiosité ce que je suis en train de faire. Elle est rejointe par son enfant, puis un 3e membre de sa famille, puis toute la famille au complet. Gagnant en courage, il s'approche et s'installe en cercle tout autour de moi et me regarde en silence comme si j'étais une bête de foire. Ce qui, pour le coup, à ce moment-là, était assez proche de la réalité. Je ferme les yeux et respire un grand coup. J'ai qu'une seule envie, c'est de dormir, mais j'ai l'impression que dans ce pays, ils n'ont pas envie de me laisser me reposer. J'essaye alors de leur dire « Excusez-moi, je suis fatigué, est-il possible de me laisser seul ?» Ce à quoi ils acquiescent sans pour autant bouger. Donc je continue de cuisiner comme quelqu'un qui aurait été poussé sur une scène de théâtre contre son gré. Satisfaits du spectacle sans doute, ils s'en vont, enfin, avant de revenir avec 2 policiers. Je les regarde arriver hébétés, avec la fourchette toujours dans la bouche. C'est parti pour un énième contrôle de police. Ils me demandent mon passeport, rangé bien au fond des sacoches, et les questions fusent. D'où est-ce que je viens ? Où est-ce que je vais ? Qu'est-ce que je fais ? Etc. Ça dure une plombe. Ils se mettent même à fouiller mes sacoches, et j'ai l'impression que ça ne terminera jamais. Jusqu'à un moment où un villageois sort son téléphone portable et me traduit quelque chose. « C'est bon, me dit-il. Tu peux passer la nuit ici à condition de ne rien faire d'illégal. » Promis. Tout ce beau monde est parti, j'ai fini de manger, je suis dans ma tente, les yeux fermés, prêt à dormir, quand j'entends quelqu'un marcher tout autour de moi et fabriquant quelque chose que je n'arrive pas à identifier. J'ouvre ma moustiquaire et je reconnais le villageois qui m'avait écrit tout à l'heure. Il était en train de poser des produits anti-moustiques tout autour de ma tente. Il me regarde avec un grand sourire satisfait et me dit « C'est pour ta protection. » Mais il pleut, il n'y a pas de moustiques et je suis dans une moustiquaire. Mais merci quand même. Donc en fait, le jeu ici, c'est de me dire que je suis bienvenu sans me dire que je suis bienvenu, tout en faisant croire que je ne suis pas bienvenu.
c'est ça? C'est le matin. Un soleil pâle se cache derrière une épaisse couche de nuages. J'ouvre les yeux. Il fait toujours aussi froid, mais au moins la glace a disparu. Certes, la décoration en reste de yak est contestable, mais je suis très reconnaissant d'avoir trouvé cet abri pour la nuit. Mais n'exagérons rien, je vais pas traîner ici pour le petit déjeuner. Je retrouve le même plateau qu'hier, sauf que cette fois-ci, le ciel le laisse s'ouvrir à son maximum. Une prairie d'herbe à l'infini et quelques yaks qui broutent. Après un moment, je vois une habitation. C'est une yourte. Une yourte. Je m'attendais à tout sauf à ça. Le conduit d'un poêle à bois sort par le milieu du toit. Je rentre, enfin au chaud. Ils ont réussi à installer un restaurant à l'intérieur. On a à peine l'espace pour s'asseoir, mais je m'en fous. À ce moment-là, je suis l'homme le plus heureux du monde. On me sert une soupe chaude, la meilleure que je puisse rêver d'avoir. Et c'est à ce moment-là que pour la première fois de ma vie, je vais rencontrer des Tibétains. Probablement la communauté qui m'a le plus marqué pendant mon tour du monde. Je vais rester pendant 1 semaine sur leur terre. Je vous raconte ça au prochain épisode. En attendant, merci de m'avoir écouté.